fais 2 constats à la lecture de votre inventaire. Le premier, c'est que les indépendants sont nombreux, avec des compétences très variées et une présence sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales, ce qui est d'ailleurs mon cas, hein. Moi, je suis au fin fond de l'Aveyron, donc ça témoigne d'une grande richesse. Et le deuxième constat, c'est que, en fait, cette grande diversité fait émerger un besoin de se définir précisément, parce que quand on regarde votre listing, on voit qu'il y a une grande diversité de statuts, des auto-entrepreneurs, des associations, des petites sociétés, mais aussi de types de revenus. Il y a des structures qui font plutôt de la prestation de services, d'autres qui ont plutôt des activités commerciales. Il y en a même certaines qui ont des salariés. Donc il faut qu'on soit vigilant, je pense, à ce que le terme indépendant ne devienne pas un espèce de fourre-tout et qu'on reste sur des éléments de définition très clairs pour ne pas confondre l'ensemble des acteurs non institutionnels et les acteurs indépendants, parce qu'il y a quand même une nuance assez importante entre les deux. C'est un rôle qui reste à construire et une place qui reste à trouver. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue des indépendants, ça nous tient vraiment à cœur d'être considérés comme des partenaires et pas seulement comme des prestataires qui interviennent en fin de projet une fois que tout est déjà conçu. Mais ça reste un peu compliqué encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets sur lesquels on ne peut simplement pas candidater. Et même nos partenaires qui sont de bonne volonté peuvent avoir du mal à nous créditer parce qu'on rentre pas dans les cases standards. On n'a pas de logo affiché dans la case partenaire pour beaucoup d'entre nous, par exemple. Mais je pense qu'il y a un nouveau rôle qui est en train d'émerger là aujourd'hui, qui est un rôle de sonnette d'alarme. À titre personnel, ça m'interroge beaucoup de constater qu'il y a tant de personnes qui préfèrent un statut freelance qui est quand même par nature précaire à un statut salarié. Je trouve que ça soulève beaucoup de questions sur les modalités du salariat dans la culture scientifique. Est-ce que le problème vient de la durée des contrats, du niveau de salaire, de la limitation des évolutions de carrière, de la répartition géographique des postes? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un impact des financements sur projet aussi, sur la structuration du salariat dans notre milieu professionnel? Alors je dirais qu'il y en a deux. Le plus évident, c'est qu'on a besoin de se structurer et de se faire connaître. D'ailleurs, merci à l'OCIM pour ça, hein, votre travail va y contribuer. Nous, de notre côté, on est en train de s'organiser sous la forme d'un réseau qu'on appelait le REPIC, le réseau des professionnels indépendants de la CSTI, avec une association en cours de création. Et au-delà de ça, je dirais qu'on a un deuxième défi qui rejoint ce que je disais pour la précédente question, c'est d'être vigilant sur une espèce de forme de glamourisation du statut d'indépendant, parce que c'est un statut qu'on a choisi et dont on peut être très content, mais qui est quand même pas une panacée. Donc il faudrait pas laisser s'installer une espèce d'ubérisation de la CSTI dont on serait les vecteurs involontaires en étant très content de nos statuts. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle dans notre milieu, qui s'installent directement en tant qu'indépendantes, sans vraiment avoir eu l'occasion de se former en interne. Et ça m'interroge sur voilà, ce que ça dit de notre milieu professionnel et de l'image qu'on renvoie, nous, en tant qu'indépendants, quand on s'exprime par rapport à ce statut. Donc mine de rien, je pense que c'est un enjeu auquel il faut qu'on soit vigilant en tant que professionnel indépendant, de montrer le côté positif, mais aussi les aspects négatifs de ce statut et de ne pas en donner une image qui soit biaisée.